donc nous pouvons commencer. Nous avons donc le plaisir de recevoir Yvan Marin de l'Université d'Amiens qui va nous parler du système philosophique d'Alain Badiou. Merci. Donc je vais faire en version assise et debout, suivant que là, donc je vais commencer assis, je vais passer debout et je vais revenir assis. Alors donc pour la conclusion, parce que bon, la conclusion, l'introduction et la conclusion, je l'ai fait dans un cyclus écrit ici. Alors d'abord je vais donc d'abord je vais commencer par remercier les organisateurs du séminaire qui m'ont invité à parler ici. Alors, lorsque j'avais croisé Yvan André au séminaire Manufit de l'IRCAM, il avait à l'époque été question d'un texte que je venais d'écrire sur Badiou, et il m'avait proposé d'en parler ici. Et donc c'est pourquoi, lorsque j'ai reçu une invitation à parler ici, j'ai proposé un sujet autour d'Alain Badiou. Alors un hasard de calendrier a fait que cette séance qui était prévue le 27 mai dernier se passait le mois de la sortie de ce livre, Topos, édité par Charles Aluni, Logique de l'ontologique d'Alain Badiou. Et donc c'était aussi l'occasion de clarifier un peu ce qui se passe de mathématiques et philosophiques à l'occasion de ce livre. Alors ce livre qui a l'avantage de rendre accessible des choses qui l'étaient moins avant, c'est moins critique, c'est-à-dire la relation entre philosophie et mathématiques, telle qu'elle se déploie dans ce livre-là. Je suis arrivé avec ma petite bibliothèque, Logique des mondes, qui est le deuxième volet, en réalité, de la trilogie métaphysique d'Alain Badiou. Mais donc voilà, le directeur de l'école a souhaité inviter la maréchaussée le 26 mai, ce qui fait que le séminaire a été annulé. Et donc maintenant, il y a un peu moins d'actualité, mais j'ai quand même gardé le même sujet. Alors, en parler ici, je voudrais d'abord peut-être un peu présenter ce que ça veut dire pour moi de parler de ça ici. Ici, dans le séminaire qui s'intitule de philosophie et mathématiques. Et alors, en parler ici, pour moi, c'est peut-être à la fois le plus naturel et le moins naturel de cette thématique-là. Alors, pourquoi le plus naturel ? Le plus naturel, parce qu'on peut dire que dans les systèmes philosophiques contemporains, l'entreprise de Badiou est sans doute une de celles qui, de nos jours, mérite le plus le qualificatif de philosophique et mathématique. Le moins naturel, parce que dans ce séminaire, le plus souvent, l'orateur est dans une position de vis-à-vis ou d'interlocution, c'est-à-dire qu'on est dans une position qui est soit celle d'un mathématicien et des philosophes face à des mathématiciens, parfois des entreprises hybrides, notamment réflexives, etc., où un pôle mathématique ou philosophique est plus marqué que l'autre. Donc ça, je dirais pourquoi chez Badiou, c'est pas ça qui se passe. Mais pour préciser les choses, quand on fait, comme je le fais maintenant, des discussions et des distinctions de ce type, il faut évidemment dire sous quel angle on distingue les deux. C'est-à-dire le mathématique et le philosophique, le mathématicien et le philosophe. Alors ici, moi, ce que je pense, c'est ces deux positions subjectives comme définies par le type de problème qui nous meut. C'est-à-dire des problèmes auxquels on donne le nom de philosophique ou de mathématique et qui s'imposent à nous de par la discipline à laquelle on participe. Donc c'est pour fixer un petit peu ces termes qui vont forcément intervenir quand on discute de Badiou et du rapport philosophie et mathématiques. Parce que quand on parle de Badiou, quand on lit les choses sur Badiou, on tombe très vite et très communément sur un slogan qui a été beaucoup discuté et qui identifie les mathématiques à l'ontologie vue comme partie de la philosophie. Donc c'est une identification, c'est pas une interlocution, c'est pas deux camps qui se parlent, c'est une identification. Et de plus, Badiou, il ne se contente pas de brandir un tel slogan, à la manière d'un réductionnisme, il le met en pratique en identifiant des énoncés et des preuves mathématiques qu'il développe à tel ou tel développement philosophique. Donc il y a au cœur de son système l'idée que faire des mathématiques d'un certain type et faire de la philosophie d'un certain type, c'est fondamentalement la même chose. Au sens de quoi ? Au sens de la distinction que je fais juste avant, c'est-à-dire au sens où répondre à certains types de problèmes de mathématiques et répondre à certains types de problèmes de philosophie, c'est la même chose. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais exposer, donc rappeler pour certains, expliquer pour d'autres parmi vous, comment ce système se déploie dans les mathématiques existantes,
et notamment insister sur les connexions nécessaires entre les différentes théories mathématiques qui sont invoquées par Badiou, et parallèlement les connexions entre les théories philosophiques et les questions philosophiques correspondantes. Alors en faisant ça, j'insisterai aussi sur comment la conception que l'on se fait en mathématiques de tel ou tel objet est modifiée quand on le place dans le système de Badiou. En particulier, ce que change le fait que soit imposé absolument dans le système de Badiou, avec une justification philosophique, un cadre ensembliste pour des théories, comme celle des catégories, des topos, etc., qui ont la prétention d'être pensées en dehors de ce cadre. Et enfin, dans une direction inverse, non plus du philosophique vers le mathématique, mais du mathématique vers le philosophique, comment une partie de l'argumentaire philosophique de Badiou porté par des théorèmes mathématiques ne tient pas, à mon avis, à l'examen, ce qui ne veut pas dire que ça annule pour autant l'entreprise, mais cette partie de l'argumentaire ne me semble pas convenir, et je reviendrai dessus en conclusion de l'exposé. Donc pour l'instant, je vais commencer par passer en revue le système de Badiou, dans ses aspects ontologiques et logiques, et le mettre autant que possible en contexte, tant en philosophie qu'en mathématiques. Donc voilà le projet. Alors, allons-y. Le projet ontologique de Badiou. Donc forcément, bon, c'est pas quelque chose de très simple et forcément très accessible. Alors en fait, bon, Badiou a écrit énormément de livres, et je crois plus d'une centaine, à assez dire. Mais en fait, si on se concentre sur le système métaphysique proprement parlé, il y a 3 tomes qui sont titrés ou sous-titrés Lettres et l'événement. Donc il y a celui-là, qui est le premier, qui s'appelle vraiment Lettres et l'événement. Les autres qui sont sous-titrés Lettres et l'événement 2, Lettres et l'événement 3, qui sont donc qui insistent donc sur une continuité systématique dans ce qu'ils proposent. Ça c'est le 2, Logique des mondes. Et le 3 est moins important pour ce dont je vais parler aujourd'hui, l'immanence des vérités, mais le fil conducteur, il y a une vraie envie de systématicité, un vrai projet de systématicité. Et puis il y a un certain nombre de livres qui, ça c'est plutôt pour si jamais vous avez envie de vous plonger dedans. Donc j'ai mis un peu certains livres qui sont vraiment en lien direct avec cette partie-là, puisque Badiou a fait beaucoup de choses, il a fait du théâtre, il a fait des tas de trucs, etc. Mais ce qui est vraiment en lien avec le système métaphysique, j'isolerai ces textes-là. Alors vous voyez, ça s'étale sur 3 décennies, hein, le système lui-même. Et le premier livre de Badiou, le premier livre de philosophie de Badiou, le concept de modèle, je l'ai un peu mis à part parce qu'en fait il est aussi intéressant parce que c'est à partir de ce livre-là que Badiou va s'intéresser à l'utilisation du concept de modèle en mathématiques pour des perspectives philosophiques, et notamment la préface de la réédition de 2007 est très intéressante. Et puis il y a des textes un peu exotériques, donc le Manifeste pour la philosophie et ce qu'on manifeste pour la philosophie, qui donnent une façon plus accessible d'attaquer les 2 premiers tomes. Et puis il y a le court traité d'ontologie transitoire, les mathématiques transcendental et Topos, qui en fait témoignent d'une période intermédiaire entre les 2 tomes de Lettres et l'événement. Donc on verra que ce sont 2 tomes qui sont marqués, l'un par l'importance de la théorie des ensembles et le deuxième par la théorie des topos. Voilà, donc il faut quand même savoir de quoi est-ce qu'il veut parler, Badiou, et donc il faut faire un flash course en ontologie. Voilà, ce qui n'est pas une mince affaire, donc on va vraiment y aller à la hache. Le but étant de marquer certains points de repère philosophiques qui sont importants pour comprendre les articulations que fait Badiou. Donc, pour montrer à quel point ma hache elle est très forte, etc., je ne vais même pas mettre les dates, donc il y a longtemps. Donc ça, c'est une question qui vient d'Aristote, c'est la question de l'être en tant qu'être. Hein, c'est la question quels sont les sens qu'il y a à dire que quelque chose est. Donc c'est une très ancienne question de la philosophie. Sens qui suppose donc quelque chose qui soit en dehors
détermination qu'on a tendance à ajouter à chaque fois qu'on parle du fait que quelque chose est. Donc c'est une question qui va avoir énormément de développement dans les siècles qui suivent, qui va être mélangée avec l'importance des religions révélées, leur analyse, etc. Donc tout ça s'étale jusqu'au XVIIe siècle. Je dis que c'était vraiment la hache. Bon, tout ça est une... Bon, alors on va revenir un petit peu dessus, mais pas tant que ça. Et après, dans les grands tournants philosophiques dans lesquels se place Badiou, il y a évidemment Kant, c'est-à-dire la distinction de l'idée qu'on n'a accès qu'à des phénomènes, des choses, ce qui n'empêche pas que les choses ont une dimension nouménale et qu'on est dans un rapport de connaissance avec elles, cette importance du phénomène. Donc il prend totalement ce tournant-là, Badiou. Il le prolonge aussi dans la suite de l'idéalisme allemand, c'est-à-dire chez Hegel va reprendre cette question de l'être en tant qu'être en le mettant dans une logique de dialectique au sens hegelien du terme, et en particulier le fait que finalement quand on dit que les choses sont, on est dans un état de développement de la dialectique depuis un être qui est l'immédiat indéterminé, c'est-à-dire ce qu'on dit être au départ, c'est quelque chose qui est sans détermination, c'est son phare, et la dialectique par le devenir va nous faire développer des aspects plus riches de l'être. Donc ça, va être une référence très importante de Badiou, la science de la logique, 1812-1815. Dans la suite de ça, il y a aussi, toujours dans l'étude, dans l'importance accordée au phénomène, le développement de la phénoménologie avec Husserl, qui est donc, je vous ai des grandes dates, je vous ai dit que c'est vraiment à la hache. Et dans ce mouvement phénoménologique, donc, il y a une autre grande date de l'ontologie, de l'histoire de l'ontologie, telle qu'elle va être, parmi les grands marqueurs qui identifient cette histoire dans le projet de Badiou. Il y a le livre d'Heidegger, en 1927, Être étant, qui remet la question ontologique, dans cette question antique, au cœur des problématiques philosophiques. Alors pourquoi repartir de tout ça? C'est qu'il faut forcément se partir des problèmes que veut régler Badiou pour pouvoir parler de tout ça. Et donc je mets une citation qui est dans l'introduction de L'être et l'événement 1. L'ontologie philosophique contemporaine est entièrement dominée par le nom de Heidegger. Et en fait, on ne peut pas comprendre l'entreprise de Badiou si on n'est pas dans cette perspective, c'est-à-dire dans une perspective de proposer une alternative à la pensée heideggerienne. Alors, comme on ne recule devant rien, je vous ai mis un petit peu de L'être étant. Voilà. Et... Martineau. Ah là, je suis quand même sérieux. Donc, bon, je pense qu'il faut... Bon, je vais quand même le lire un petit peu, parce que bon, c'est dans les deux premières pages de L'être étant qui montrent un petit peu où on en est de la question ontologique à ce moment-là. Donc Heidegger, ce qu'il propose, c'est de reprendre une question qui pour lui a été sans évolution notable depuis Platon et Aristote, et pour lequel le mouvement hegelien est en fait un abandon d'un certain nombre de problèmes de l'ontologie qu'il veut reprendre. Et donc le projet de Heidegger, c'est de réélaborer un sens à la question de l'être. Donc cette question dont on est parti au départ, de reprendre véritablement ce problème à nouveau frais. Vous voyez qu'il critique notamment la position de Hegel en disant lorsque finalement Hegel détermine l'être comme l'immédiat indéterminé et qu'il place, etc., il se maintient dans une perspective, mais il abandonne un problème. Donc ça, c'est... Donc voilà les grandes choses, les grands marqueurs historiques. Alors comment est-ce que Badiou va se distinguer, va vouloir renverser un petit peu la domination heideggerienne, en son sens, sur la question ontologique.
Alors d'abord, il va reprendre les grandes questions de Heidegger, c'est-à-dire ce que va faire Heidegger, c'est qu'il va instaurer, il va faire beaucoup de choses Heidegger, mais une des choses qu'il va faire, c'est qu'il va instaurer ce qu'on appelle la différence ontologique. Alors la différence ontologique, c'est faire une distinction entre la recherche d'un sens de l'être et le fait que de dire qu'on est confronté à des tas de choses dont on dit qu'elles sont, mais qui ne sont pas pour autant des choses à partir de laquelle on peut immédiatement avoir une idée de ce que ça veut dire être. Voilà, savoir s'il y a un sens, s'il y a plusieurs, etc. Donc c'est-à-dire que toutes les choses, etc., ne sont pas des choses qui sont des choses qu'il va qualifier comme étant des étangs. Et c'est une différence-là qui va vraiment être structurante dans l'ontologie contemporaine, enfin Heidegger et puis à sa suite. Et un autre point important de l'ontologie heideggerienne, c'est de dire que les choses ne sont pas... on ne peut pas avoir un accès à l'être des choses parce qu'elles sont voilées. Donc en fait, elles sont tout un tas de choses qui nous empêchent d'accéder réellement aux choses mêmes. Et pour ce faire, il faut partir de ce à quoi on a accès et essayer de dévoiler les choses. Donc faire un travail d'approche dont il va chercher des exemples du côté de la poésie. C'est-à-dire que chez Heidegger, il y a une énorme importance des poètes, reprenant l'importance romantique des poètes au XIXe siècle, il va leur donner une nouvelle importance par rapport à cette question-là. Et donc, une fois qu'on a revu tout ça, il faut voir que Badiou, son projet, il est dans un projet d'autoriser une alternative à la voie heideggerienne. Donc ça, c'est encore un extrait de l'introduction à l'être et l'événement 1, qui est, je pense, un des cœurs de son rapport, son utilisation, de son investissement des mathématiques. Or, à la séduction de la proximité poétique, j'opposerai la dimension radicalement soustractive de l'être. Je dirais que l'être, en tant qu'être, ne se laisse d'aucune façon approcher. C'est pas en approchant qu'on va y arriver à comprendre ce que ça veut dire qu'être, mais seulement suturé dans son vide, donc cette espèce de vide de l'immédiat indéterminé hegelien, à l'âpreté d'une consistance déductive sans aura. Donc le sans aura, ce n'est pas une affaire de poétique, mais une affaire de consistance déductive. Et donc c'est là que va être vraiment le nœud de son lien avec la logique mathématique et avec les mathématiques. À l'ontologie poétique qui est dans l'impasse d'un excès de présence où l'être se dérobe, il faut substituer l'ontologie mathématique où s'accomplissent par l'écriture la déqualification et l'imprésentation. Ça n'a de rien, mais c'est vachement dense tout ça. Parce que c'est s'accomplir par l'écriture, donc c'est-à-dire c'est pas qu'on ne va pas parler des objets à l'aide des mathématiques, c'est l'écriture elle-même, c'est la théorie. Et c'est par ça qu'on va avoir la déqualification et l'imprésentation, c'est-à-dire le fait qu'on ne s'attaque pas à des choses qui sont déjà étantes, pour lesquelles on a déjà de façon latente une qualification, elles sont de telle ou telle façon, etc. Et elles sont déjà présentées. Donc, un discours sur l'être, c'est forcément quelque chose qui doit se débarrasser de tout ça, et ça ne peut se faire. Voilà, je vais se faire ça par cette voie-là. Voilà. Donc, pour aller plus loin, c'est-à-dire pour voir pourquoi est-ce que Badiou va chercher les mathématiques dans tout ça, on va être un tout petit peu plus fin, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer la hache, mais on va faire la serpe. Vous voyez, c'est toujours très très violent comme élagage, mais c'est un petit peu plus précis. Alors, dans les grandes questions sur l'ontologie, il y a le fait de la question de l'unité. Savoir si les choses sont une ou si elles sont multiples, si elles sont intrinsèquement variées ou pas. Alors, avant Aristote, il y a dans le Parménide de Platon une discussion importante sur le fait de savoir si elles ne sont pas systématiquement dans des apories, suivant qu'on part sur le fait que ce qui nous est donné est un ou multiple. Donc il y a une espèce de ce que Badiou va appeler des tourniquets du Parménide de Platon, et donc un choix à faire, ou des décisions qu'on peut faire qui engagent telle ou telle voie dans la discussion du problème. Un autre aspect qui raffine un petit peu la hache de tout à l'heure, c'est qu'entre Aristote et Platon se pose la question de savoir si, entre Platon et Aristote plutôt, c'est dans ce sens-là dans le temps, se pose la question de savoir si être, ça a un seul sens ou plusieurs, quand on l'emploie. Donc la voie platonicienne, qu'on va qualifier de platonicienne, c'est la voie de l'univocité, c'est-à-dire que être, en fait, c'est toujours
un sens premier, qui peut après avoir des dérivations, mais vraiment un vrai sens premier. Chez Aristote, on a plutôt l'idée que, suivant les emplois du mot être, en fait, ça ne veut pas dire la même chose. Donc ça, c'est un embranchement qui est un choix dans les possibilités du discours d'ontologie. Et dans ce plein de gens impertinents que j'ai mis là, je vais singulariser Leibniz, qui est lié à cette question-là, parce que chez Leibniz se pose, et pas que lui qui l'a fait, mais en tout cas chez lui c'est très mis en évidence, c'est pour Leibniz, il y a ce qu'on appelle une réciprocabilité de l'être et de l'unité, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je dis que quelque chose est, je dis en même temps que cette chose est une. Être un être, c'est un être. Donc c'est une identification de l'idée d'unité et du fait de la question de l'être chez Leibniz. Donc ça c'est encore en lien avec l'un et le multiple. Et en plus des autres références que j'avais mis dans mon approche, dans mon aperçu à la hache, je vais rajouter un livre de Husserl de 1929, Logique formelle et logique transcendantale. Alors c'est pas le côté logique transcendantale qui m'intéresse parce que en fait Badiou va pas surtout pas aller du côté de la phénoménologie transcendantale en tant que telle, mais sur la partie logique formelle, dans ce livre, Husserl, donc 1929, c'est à peu près l'époque où il y a aussi Skolem, Gödel, enfin tout ce mouvement-là de la logique mathématique, c'est en même temps. Et dans cette partie-là, Husserl, il va, dans sa logique formelle, il va considérer la logique formelle comme quelque chose qui a deux faces insécables. Ces deux faces insécables, c'est quoi ? C'est une apophantique, c'est-à-dire une théorie du jugement. C'est des jugements logiques, c'est des jugements qu'on porte sur des choses. Et dans le même temps, c'est une ontologie formelle, c'est-à-dire que ça porte sur des objets liés à la forme. Voilà. Et donc, ce concept d'ontologie formelle est aussi quelque chose dont va tirer parti Badiou pour son système. Donc voilà le raffinement un petit peu de cette question-là. Et donc Badiou, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir de positions sur cette question, qu'il va défendre au regard de l'histoire de la philosophie sur quelle branche il prend dans ce monde-là. Et parmi celles-ci, il va partir de l'univocité de l'être, qu'il va appeler le platonisme, c'est-à-dire donc justement le fait qu'il y a bien un sens, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont. Voilà, c'est vraiment une vraie propriété. Et d'autre part, par rapport à l'un et au multiple, il va défendre l'idée qu'en fait il n'y a que du multiple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité en soi des choses dont on dit qu'elles sont, et qu'en fait le fait de les voir comme une, c'est le résultat d'une opération. Et alors ça, il va voir ça comme étant absolument traduit par le langage de la théorie des ensembles, le langage au sens technique, c'est-à-dire des signes, des implications logiques, une propriété, un symbole qu'on dit appartenance, et parmi ceux-ci, ce rapport entre le multiple et l'un, c'est totalement traduit par l'opération du singleton. C'est-à-dire quand vous avez un ensemble, sur la théorie des ensembles, cet objet dont est censé parler la théorie des ensembles, le passage de X au singleton X, c'est transformer un ensemble qui est multiple, qui a une multiplicité, en un autre qui participe du fait d'être un, c'est-à-dire d'être mis en bijection avec d'autres dont on pourra dire tous ensemble qu'ils sont un. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi relié à des choses qui sont passées à peu près en même temps d'ailleurs que Badiou dans la philosophie analytique, chez Lewis par exemple, il y a des choses sur qu'est-ce que c'est qu'un singleton. Un singleton, c'est un truc un peu étrange, c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais donc il y a ces positions-là, et à partir de ces positions, son système il va se développer dans les grandes lignes. Dans le premier tome, Badiou va démontrer que ce discours sur l'être en tant qu'être, avec ses choix de base, c'est celui qui se déploie dans l'axiomatique ZFC de la théorie des ensembles. C'est-à-dire que ces axiomes sont totalement... Alors ça, je vais y revenir. Qu'en fait, en partant de ces principes-là, en fait, on aboutit exactement aux axiomes de ZFC. Alors, dans le deuxième tome, alors il faut bien voir qu'on est dans un monde de l'être en tant qu'être. Donc, si vous vous rappelez le rapport avec l'idéalisme allemand, etc., on n'est pas dans ce qui nous apparaît à nous. Ce qui nous apparaît à nous, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus déterminé, etc. Donc, une fois qu'il aura fait
cette première étape de ZFC traduisant la question ontologique. Dans la deuxième étape, il faut quand même avoir un lien avec ce qu'on a accès réellement nous, on peut appeler une phénoménologie, et donc il développe une théorie de l'apparition et de l'existence des multiples dans un monde. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui vient de Hegel, c'est-à-dire, même un peu de Kant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une disjonction, je vais revenir, entre le fait d'être et le fait d'exister. C'est une chose qui est importante dans ce mouvement de la philosophie moderne. Et pour faire ça, il va convoquer la théorie des topos. Et donc, en arrière-fond, la théorie des catégories, dont on sait bien, en mathématiques, que souvent on essaie d'éviter de faire le lien entre catégories et théorie des ensembles. Et l'un des points essentiels sur lequel je m'insiste, c'est que lui, il a absolument besoin de faire un lien. Pardon. Et alors ensuite, dans le troisième tome, il va proposer une interprétation de la théorie des grands cardinaux, donc sur lequel il y a déjà eu un exposé dessus par Jean Petitot il y a 2 ans, je pense, c'est ça, comme adéquate à sa pensée des vérités, et permettant notamment d'établir la consistance de pensée d'infini. En fait, il va utiliser le fait que ces axiomes supplémentaires dans les grands cardinaux permettent de faire un ordonnancement de la pensée des infinis et permet aussi, une fois qu'on a identifié, qu'on a fait ce système, ces infinis, ils permettent d'échapper à ce qu'il va appeler des procédures de finitisation. Notamment, la procédure de finitisation, c'est simplement le fait que certaines procédures, dans la théorie, vont vous empêcher d'aller plus loin. Voilà. Ces axiomes-là, vous dites, si, en fait, on peut quand même y aller, etc. C'est très, très rapidement ce genre d'idée-là. Donc voilà les grandes lignes du système. Et donc maintenant, je peux un peu me concentrer d'abord sur la première partie, donc c'est-à-dire le rapport Badiou et le système ZFC, donc cette première partie purement ontologique, avant de partir sur un troisième point qui sera ce qu'il va appeler les mondes. Donc les mondes, ça va être des mondes d'apparition, c'est comment est-ce que ces choses-là sont structurées. Un quatrième point qui va être justement le rapport avec les topos. Et puis après, je reviendrai un peu à la jonction des deux. Donc, comme je l'ai dit, il va chercher ZFC, et donc il va parler de coïncidence entre, d'une part, la formulation d'un discours ontologique, c'est-à-dire une fois acceptées les positions et décisions de Badiou sur ce sujet, et d'autre part, le système formel de Zermelo. Qui sont deux choses très différentes. Et alors, à quoi elle tient cette coïncidence selon lui ? Elle tient en réalité d'une part à la position platonicienne de Badiou, qui traduit en tout ce qui est consistant existe. Donc en fait, le fait qu'on pense que ZFC est consistant, sensologique, cohérent, a un lien avec cette position-là, que tout ce qu'on peut affirmer de non contradictoire à partir d'une procédure de base, en fait, peut être dit exister en ce sens-là. Et au fait qu'en mathématiques, être, pensée et consistance sont une même chose. Ça ne porte pas sur des choses, ça porte sur ce qui intéresse, c'est que ce soit cohérent. Et alors, il y a autre chose qui me semble aussi important pour voir pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi est-ce qu'on peut tenir cette position-là. C'est que si on regarde, si on regarde la position historique de Zermelo, c'est que quand il le fait en 1908, donc la première version de son système, c'est de développer une axiomatique minimale pour que les mathématiques cantoriennes fonctionnent. Et donc, en fait, sa non-contradiction est démontrée en acte par les mathématiques elles-mêmes. Donc, il s'échappe de ce qu'on appelle le point de l'univers à ce moment-là. Et du coup, on peut faire une correspondance entre, d'une part, ce sur quoi est censé porter le discours de l'ontologie, c'est-à-dire une chose qui est, un étant, au monde heideggerien, un multiple qui ira Badiou pour bien insister sur ce primat du multiple sur l'unité, et ce sur quoi porte la théorie de Zermelo, c'est-à-dire un ensemble dans un modèle de ZFC. Évidemment, c'est une traduction postérieure, plus de la génération Schrödinger-Gödel, mais
qu'il n'y a pas à l'époque l'histoire des modèles, mais c'est de cette correspondance-là qu'il s'agit. Alors, je ne sais pas à quel point tout le monde connaît ZFC ici. Donc il est nécessaire de rappeler un peu ce que c'est que ZFC. Donc dans ZFC, vous avez des signes d'égalité, vous avez des signes d'appartenance, vous avez des expressions logiques, vous avez des axiomes élémentaires. Donc premier, l'axiome d'essentialité vous dit que x et y sont les mêmes si et seulement si ce sont les mêmes z qui appartiennent à x et à y. Vous avez la propriété de faire des paires, vous avez l'opération d'ensemble de parties, vous avez l'opération que Badiou a appelée dissémination, donc c'est faire l'union de tous les éléments d'un ensemble. Pardon ? Oui, voilà, l'union de... Voilà. L'existence d'un ensemble qu'on appelle l'ensemble vide, qui est en fait caractérisé par une propriété logique. Et puis l'existence alors d'un ensemble infini, alors il faut être un peu technique là-dessus, mais en gros, puis il y a plusieurs versions, mais disons analogue aux antinaturels. Pas n'importe quel ensemble infini, mais analogue aux antinaturels. Donc vous avez ça, c'est des axiomes un peu élémentaires. Vous avez des axiomes plus délicats. Alors vous avez l'axiome de compréhension, de séparation, qui vous dit que quand vous avez déjà un ensemble et qu'ils vont vous donner une proposition logique, une formule, ben vous pouvez considérer tous les y dans x qui satisfont cette propriété, ça vous fait à nouveau un ensemble. Donc ça c'est... Voilà. Vous avez l'axiome du choix, qui vous permet d'associer à n'importe quelle famille d'éléments à l'ensemble des parties d'un ensemble x, ben, à chaque fois un élément de cette partie par une application bien définie. Et puis vous avez un axiome extrêmement fort qui s'appelle l'axiome de remplacement, qui vous dit que si vous avez une application de source x, une application entre guillemets, je ne rentre pas dans les détails, alors ben, vous pouvez appliquer f à x et obtenir un autre ensemble, comme ceci. Alors ça a l'air de rien, mais c'est un axiome absolument très très fort. Donc on verra un peu plus tard pourquoi. Donc, une fois que vous avez ça dans ZFC, là je suis un peu obligé de rentrer dans les détails de ça parce que ça va jouer un rôle. Vous pouvez construire ce qu'on appelle des ordinaux. Donc des ordinaux, vous partez de l'ensemble vide, puis après vous construisez des ensembles qui sont naturellement ordonnés, qui peuvent se comparer les uns aux autres, qui vous permettent de dire le zéroième, le premier, le deuxième, le premier infini, l'infini plus 1, l'infini plus 2, etc. Donc vous avez cette chose-là. Et à partir de là, vous pouvez regarder les cardinaux. Alors les cardinaux ont un sens technique précis. Le cardinal, c'est le plus petit ordinal qui n'est pas en bijection avec un ordinal qui le précède. D'accord ? Donc ça, c'est un cardinal. Et donc comme ça, vous pouvez comparer des tailles, si vous voulez, d'ensemble à partir de ces ordinaux. Et alors techniquement, ce qu'on appelle Aleph alpha, pour alpha un ordinal, c'est le alpha-ième cardinal infini. D'accord ? Donc alpha 0, c'est le dénombrable, alpha 1, c'est le suivant du dénombrable, alpha 2, etc. Et vous avez aussi alpha oméga, puis après alpha oméga, oméga étant le premier ordinal infini, puis après vous avez Aleph oméga plus 1, etc. On a bien évidemment un ordre sur les cardinaux. On a le théorème de Cantor qui dit que quand on passe à l'ensemble des parties, évidemment, on est d'un infini strictement plus grand. D'accord ? Pour ça, je pense que je n'ai pas besoin d'insister dessus. Et il y a un troisième axiome qui est aussi très important pour traduire le monde ontologique dans lequel nous place Badiou, c'est l'axiome de fondation. Alors, l'axiome de fondation, il vous dit que, en gros, à partir d'un ensemble, à l'intérieur de ça, vous arriverez forcément à un moment à l'ensemble vide, en un nombre fini d'étapes. Et ça a une importance, ça a un lien très important, une conséquence très importante, c'est que tout ensemble, en réalité, parce que si vous voulez, quand vous regardez le système de Samerlot-Frankel, c'est des formules, ce sont des axiomes. D'accord ? Ça vous dit l'existence d'une chose, c'est l'ensemble vide. Ça vous dit que vous pouvez fabriquer d'autres trucs. Cet axiome-là, il vous dit qu'en réalité, ce dont vous parlez, c'est forcément à l'intérieur de cette collection d'ensembles qu'on va fabriquer ici. Alors on commence par partir de l'ensemble vide, on prend l'ensemble des parties, on continue, et vous voyez à chaque fois, chaque VI est inclus dans le suivant. Vous arrivez à VI plus 1,
Puis après, vous prenez l'union de toutes ces ensembles de parties, vous obtenez V oméga. Alors V oméga, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ensemble qui est dénombrable, simplement. Vous avez pris des ensembles finis. Là, vous avez un élément, vous avez 0 élément, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. Et puis à la fin, l'union de tout ça, ça va être un ensemble dénombrable. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre l'ensemble des parties, qui évidemment ne va plus l'être, etc., etc. V oméga plus 2, V oméga plus 3, etc. Et alors j'attire votre attention sur celui-là. V oméga plus oméga. V oméga plus oméga, qu'est-ce que c'est? C'est que vous prenez V oméga, donc en gros les entités naturelles, vous prenez l'ensemble des parties, vous continuez, etc. Vous prenez l'union. Voilà. Ça c'est tout à fait bien. Puis après, évidemment, vous allez au-delà de l'imaginaire. Donc ça, c'est ZFC. Et donc dans le système de Badiou, en fait, donc il interprète chacun de ces axiomes, il leur trouve un sens, il défend ce sens-là, cette identification des deux, et c'est un système qui est quand même qui doit évoluer au gré d'événements. Ça c'est le côté événement de l'être et l'événement. C'est-à-dire qu'après un événement, le monde change. Et le monde d'après doit toujours être compatible avec ZFC. C'est-à-dire qu'évidemment, les mêmes propriétés doivent être maintenues, mais il peut comporter des axiomes supplémentaires, appelés des vérités, qui sont non déductibles de la théorie d'avant l'événement, mais qui ne la contredisent pas. En réalité, qui sont indécidables. Et donc, la garantie d'existence d'un tel mécanisme logique en logique mathématique, c'est le forcing de Cohen. Un petit détail lexical. J'utilisais monde. Non, c'est pas au sens de de la métaphysique, le monde, c'est justement pas l'ontologie chez Badiou. Tout à fait. Donc c'est purement métaphorique. D'accord. La situation. Voilà, la situation d'après l'événement, c'est ça. Les mondes. D'accord. Voilà. Donc les mondes selon Badiou. Donc là, on va aussi replonger dans les racines philosophiques de ce dispositif. Donc c'est la notion d'être là. Donc Badiou le redéfinit en ces termes-là. Donc c'est une notion qui est très importante chez Hegel. Dès d'abord que l'être là, c'est l'être déterminé par son couplage avec ce qui n'est pas lui. Donc chez Badiou, ça va se traduire comme ça. C'est-à-dire, on peut dire des tas de choses sur les choses qui sont. Mais pour le déterminer davantage, c'est le stade de l'être là, c'est à quel point est-ce qu'on peut dire que deux choses en même temps, c'est comment est-ce que la chose dont je parle est en réalité déterminée par tout ce qui l'entoure et sa relation avec ce qui l'entoure. Exactement comme nous, alors les temps multiples, vous voyez dans cette phrase-là, c'est typiquement un moment où Badiou parle très souvent de multiples et de temps en temps il y a le mot étant qui se met là, donc c'est vraiment la même problématique que celle dégagée par Heidegger dans son point de départ. Donc exactement comme pour nous, les temps multiples se séparent de son pur être dès qu'il est assigné à un monde. Pour Hegel, l'être là n'est pas simple être, mais être là. Bon. Et donc ce que ça veut dire, c'est que, comme j'ai essayé de le résumer ici, il va découpler l'être des étangs de leur existence. L'existence est toujours dans un monde, pas d'existence sans un monde avec, qui sera lié à un monde d'apparition, et qui sera porteur de ce qui, chez Hegel, dans le sens de la logique, sont les déterminations de l'être là, et donc notamment l'identité, la différence, etc. Alors, chez Hegel, pour dire un mot, chez Hegel, dans le grand sens de la logique, vous avez la logique objective d'une part, et la logique subjective d'autre part. La logique subjective, Badiou ne va pas s'en occuper, mais dans la logique objective, il y a deux livres, il y a un livre sur l'être et un livre sur l'essence. Et donc, l'être là, il apparaît ici. La définition d'être là est l'être déterminé, donc c'est ce que je disais. Et ensuite, le livre 2 sur l'essence, ce qui pour Hegel est la vérité de l'être, apparaissent justement ces notions comme l'apparence, l'identité et l'existence, parmi celles qui sont justement, qui portent sur l'être là une fois arrivé à la question de son essence. Donc ça c'est pour remettre un petit peu dans le fil de l'histoire de la philosophie. Et donc, ce que va le système de Badiou va consister à dire, il va appeler transcendantal une échelle de degrés qui sont donc, vous voyez, on va être dans un système où on a plusieurs objets. Les objets, en fait, on veut
les caractériser par des relations de couplage entre elles. Et donc il va falloir avoir un système pour parler de degrés d'identité et donc de différence aux autres états du monde, et donc il faut une certaine échelle de ces degrés. Donc c'est ça qu'il va appeler un transcendantal. Et donc, s'il y a un ordre, c'est que ça doit être quelque chose de partiellement ordonné. Et en fait, il va prendre pour structure quelque chose qui est partiellement ordonné et qui admet des propriétés caractéristiques des valeurs de vérité en logique intuitionniste. Alors, ça veut dire ces choses-là, c'est-à-dire que vous avez une valeur minimale de vérité, un faux absolu, vous avez un maximum de vérité, un vrai absolu, vous avez des opérations de conjonction et de disjonction, vous avez une négation qui ne satisfait pas toutes les propriétés de la logique classique, vous avez une disjonction infinie. Vous avez ces propriétés-là. Et cette structure, c'est ce qu'on appelle une algèbre de Heyting complète. C'est une notion classique en logique intuitionniste. Et la façon dont je n'ai pas insisté sur l'axiomatique là-dessus, parce que le sens qu'on va vraiment regarder, c'est celui-là. C'est que la valeur de vérité d'une logique intuitionniste, ça a une interprétation topologique en termes des lieux sur lesquels une proposition est vraie. Vous pouvez le voir ça comme ça. C'est-à-dire, il y a le fait que P et non P soient toujours contradictoires en logique intuitionniste, ça se traduit en disant qu'il n'y a pas de lieu sur lequel P et non P sont toutes les deux vraies. En revanche, il peut y avoir des lieux sur lesquels vous avez ni P ni non P. Donc, cette façon de voir comme lieu, ça va au-delà d'une métaphore, c'est-à-dire que ça va faire une identité structurelle avec ce qu'on va faire en topologie, en mathématiques, nous. Et en particulier, si vous prenez un espace topologique, si vous regardez la collection de ces ouverts, ça forme un transcendantal. Bon, j'ai mis quelques exemples un peu bébêtes. Voilà. Vous avez des exemples triviaux qui arrivent assez facilement. Mais voilà typiquement l'image qu'il faut avoir en tête. Le transcendantal a une version topologique. Et une fois que vous avez cette échelle des degrés, qui est donc la même chose qu'une topologie ou une topographie, votre monde, ça va être donné par des couplages entre les étangs. C'est-à-dire une fonction identité. Vous allez prendre deux étangs dans votre monde, je vais noter M, qui satisfont des axiomes sur lesquels je ne m'étends pas. Et ce couplage-là va permettre de donner aussi un sens, un degré d'existence d'un multiple, d'un étang, qui va être caractérisé comme son degré d'identité à soi. Donc typiquement, dans ce monde-là, la mort, c'est un degré zéro d'existence, si vous voulez. Ce qui n'empêche pas qu'on continue à être, mais on n'existe pas. Donc il y a tout un passage chez Badiou sur ça notamment. Vous avez ce genre de construction que vous pouvez trouver avec des propositions logiques, un point de vue topologique, etc. Vous pouvez, voilà, c'est un dispositif extrêmement large qui couvre beaucoup de choses, mathématiques et autres. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez parler de phénomène. Donc votre phénomène, ça va être quoi, votre phénomène ? Votre phénomène, il suppose que vous avez un monde. Un monde, c'est-à-dire un ensemble comportant des tas de choses dont vous ne pouvez pas dire grand-chose parce que ça ne vous apparaît pas. Mais ce qui vous apparaît, ça va être ces fameux couplages entre X et Y. Et donc le phénomène, c'est quoi ? Le phénomène, ça va être une fonction. Ça va être une fonction ici, identité à A. Donc vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas accès au A, mais vous pouvez avoir accès à la fonction identité à A. C'est ça l'écart qui est entre les deux. Le M, ça désigne le monde. Oui, c'est ça. Ouais. Il ne parle pas de ça lui, mais j'ai trouvé que c'était sympa pour monde, mais non. Le monde, ils font aussi d'être gothique dans le journal, je ne sais pas. C'était une meilleure proposition, je prends. Voilà, donc M c'est pour monde. Alors très précisément chez Badiou, le monde c'est la donnée de cet ensemble et de la fonction degré d'existence, identité. D'accord ? Le monde c'est ça. Et donc une phrase résumée, nous appellerons phénomène de cet étang le système complet d'évaluation transcendantale de son identité à tous les étangs qui coapparaissent dans ce monde. Voilà.
Alors, Badiou, il explique un peu ça dans des exemples, parce qu'évidemment, il faut essayer de convaincre que ce système correspond bien à ce qu'on analyse d'habitude comme ce qu'on connaît dans les choses qui apparaissent. Alors chez Badiou, il y a les exemples qui sont toujours de 4 types. Badiou, il y a une idée qui est très présente chez lui, enfin qui dit à plusieurs reprises, c'est que pour lui la philosophie se construit à partir de conditions. Donc il y a des systèmes de conditions de la philosophie n'est pas inconditionnelle, c'est un système d'organisation des compatibilités entre des conditions préexistantes. Et dans ces conditions, il y a la science, il y a l'art, il y a la politique et il y a l'amour. C'est les 4 grands trucs. Badiou n'exclut pas qu'il y en ait d'autres, mais dit qu'on ne lui a jamais proposé quelque chose de convaincant qui échappe de ces 4-là. Donc il va prendre un exemple, par exemple, dans l'art. Alors ça, c'est un tableau de quelqu'un dont j'oublie toujours le nom. Robert. Merci. Pourtant, je l'ai revérifié il y a 2 ans, je n'arrive pas à m'en rappeler. Donc voilà. Et donc, pour vous donner un exemple d'illustration sur l'art, c'est qu'en fait, donc, dans ce monde, il y a un monde du tableau, et ce monde, il est muni d'une fonction d'identité qui fait intervenir à la fois sur les formes, les couleurs, les indices représentatifs, etc. Et donc, je vous laisse lire ça vous-même. Pour vous donner un petit peu l'idée du genre d'exemple qu'on est amené à prendre. Alors évidemment, ça ne peut pas être dans un niveau de formalisme aussi serré que ce qui a été présenté avant, d'autant que tout ce qui est susceptible d'apparaître ne va pas forcément nous apparaître à nous. Donc c'est une réserve d'apparition possible. Alors, alors à partir de là, chez Badiou, il y a une notion d'objet. Donc un objet, quelque chose qui est par devant soi, sur lequel on peut porter des jugements. Et alors pour lui, ça va être un élément du monde qui a une propriété particulière, qui lui permet notamment de l'individuer. Alors ces propriétés-là va être traduites par toujours ces fameuses, par des applications qui partent. On n'a accès qu'à des applications. C'est des applications de A vers le transcendantal qui a des propriétés formelles particulières qui ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est que cette fonction-là en fait partie. C'est-à-dire que si vous avez un ensemble et vous prenez un élément de cet ensemble, l'identité, le rapport d'identité à cet élément vérifie ces propriétés-là. D'accord ? Donc c'est un objet. Un objet, ça va être du coup quelque chose dans lequel toutes les applications qui ont les propriétés formelles de l'identité à un élément sont en fait de ce type-là. Donc c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir donc ce qu'il appelle son postulat du matérialisme, qui permet de relier ce qui nous apparaît et ce sur quoi porte le discours ontologique. Bon, voilà. Donc il fait cette construction. Je vous ai mis quelques postulats là-dessus qui insistent sur la distinction entre le petit a et la fonction identité ici, mais qui dans un deuxième temps va dire que le postulat du matérialisme est tel qu'en réalité il n'y a pas de différence profonde, c'est-à-dire qu'on peut toujours retrouver, il y a un seul petit a qui va donner cette fonction. Donc c'est un peu... Bon, mon but n'est pas de vous donner un cours absolu de Badiou, mais néanmoins d'introduire les différents objets dont il est question ici, parce que ils sont impliqués dans le fait qu'on aille vers la théorie des catégories et vers celle des topos. Alors du coup, si on reprend notre interprétation topologique, c'est-à-dire en disant que notre transcendantal, c'est une collection de lieux, et donc avec l'exemple de la collection des ouverts d'un espace topologique. Alors les objets en question, dont parle Badiou, en fait on peut les voir comme des faisceaux sur X. Et le faisceau associé à l'objet A du monde, en fait, c'est l'application en l'occurrence, donc, le foncteur, mais l'application donc, qui va des ouverts de X, et qui a un ouvert de X associé l'ensemble des petits A de A, dont le degré d'existence est exactement nu. Évitons de casser l'ordinateur précieux de Joël.
voilà, ça vous fait un faisceau. Et du coup, si maintenant on n'est plus au niveau ontologique, où vraiment on a un discours sur l'être en tant qu'être, mais qu'on veut parler des objets et de leurs relations, du coup, le vrai, comment dire, ce dont on va parler, ce qui va traduire la phénoménalité des choses, est donné par les catégories de faisceaux sur X, qui ne dépend que du transcendantal. Donc on est passé tout d'un coup dans une histoire de catégories. Et alors cette catégorie des faisceaux s'appelle un topos associé à T, et il est constitué de tous les objets associés à ce transcendantal et de toutes leurs relations. Donc ça c'est un peu ça. Donc on passe dans un monde dans lequel, monde au sens commun, pas au sens technique, dans lequel ce sont vraiment les relations entre ces objets à l'intérieur de la théorie des catégories qui vont avoir un sens. Donc on a fait une espèce de saut, on est passé de la théorie des ensembles à la théorie des catégories. Donc, du coup, il faut concilier les deux, parce qu'on est dans un système philosophique qui se veut justement systématique. Donc on ne peut pas avoir, là, pouf, là pour l'instant je fais la théorie des ensembles, puis d'un coup je vais faire la théorie des catégories. Il faut forcément relier les deux. Et ça, en général, on ne fait pas ça en mathématiques. Et du coup, il faut forcément avoir un dispositif de pensée commun qui, porte sur des ensembles, et deuxièmement, déployer une logique qui provient des relations catégoriques entre faisceaux, qui relève de la théorie des catégories. Donc ça, c'est l'enjeu de la jonction entre les deux, c'est ce qui donne le sens à mon titre sur la jonction entre le logique et l'ontologique chez Badiou. Et une première conséquence, c'est qu'on ne peut pas être dans le flou comme on l'est très souvent en maths, c'est-à-dire on n'a pas le choix concernant la définition d'une catégorie. Donc une catégorie, ça doit être forcément une collection d'ensembles. Parce que, pour du temps, catégorie, on se fiche que la collection se porte sur des ensembles, en réalité. Mais là, on n'a pas le choix. Deuxièmement, il faut que, pour tout x et y, dans C, on doit avoir un ensemble de flèches, qui est encore un ensemble. Bon, ça, en général, en théorie des catégories, on le demande, mais pas toujours. On doit avoir une autre composition des flèches. Et puis, en plus, la plupart du temps, chez Badiou, même si ce n'est pas forcément au départ là-dedans, mais en réalité, dans les mondes, c'est toujours le cas, ces catégories sont telles que la collection d'objets est un ensemble elle-même. Ce qu'on appelle une petite catégorie. Donc ça, on ne peut pas le discuter. Je veux dire, si on veut avoir une systématicité entre les deux, on est obligé de faire ça. Donc, comme exemple, je vais souligner en rouge les trucs importants, la catégorie qui est formée de toutes les parties d'un ensemble donné, ça marche. Mais d'un ensemble donné. Vous n'allez pas prendre la catégorie des ensembles. À partir d'un ensemble donné. Aussi sur les faisceaux. Bon alors ça, les gens en ont assez l'habitude de se limiter à un ensemble. Mais là aussi, c'est-à-dire que donc SH c'est pour chiffre, donc c'est la catégorie des faisceaux. En fait, on ne va pas regarder la catégorie des faisceaux. On va regarder les catégories des faisceaux former des faisceaux sur T à valeur dans quelque chose, qui est fixé une fois pour toutes, et qui va être en réalité le monde. Excuse-moi, le M, c'est le monde quand tu dis à valeur dans M, oui. C'est valeur dans le monde. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Enfin, encore une fois, chez Badiou, le monde, c'est cet ensemble M plus la fonction de couplage. Donc sa valeur dans l'ensemble sous-jacent au monde. Alors du coup, quand on voit des catégories comme ça, on a des morphismes entre catégories, ça on sait bien, ça s'appelle des foncteurs. Bon, ok, donc c'est une application sur les objets, j'insiste sur le mot application, dans le cadre ensembliste. Et une notion d'isomorphisme. Et certainement pas d'équivalence de catégorie, d'isomorphisme. L'isomorphisme, c'est un foncteur, tel qu'existe un foncteur dans l'autre sens, tel que f rond g et g rond f soit égal à l'identité. Et donc, comme je suis un garçon léger, j'insiste, c'est la bonne notion, la notion adéquate au niveau ontologique. On ne va pas être tenté par d'autres notions beaucoup plus souples qu'on utilise souvent en maths. Alors, comment est-ce qu'on manipule ça ? Alors, qu'est-ce que sont ces objets qu'introduit Badiou ? Il ne les a pas tirés de nulle part. Ce qui serait d'ailleurs en contradiction avec ce qu'il dit de son entreprise philosophique. Il a cherché dans la condition mathématique des choses qui permettent de sous-tendre. Alors, dans la littérature mathématique très spécialisée, un objet, c'est ce qu'on appelle un T-ensemble. Bon, alors c'est quelque chose qu'on utilise quand on veut décrire les faisceaux, qui eux sont des objets plus courants en mathématiques, mais pour les décrire par générateur et relation.
Alors, il allait trouver ça dans la littérature mathématique, parce qu'en fait, de fait, ça correspond bien au départ de logique intuitionniste qui était à l'origine. Donc, on peut, à partir de ça, fabriquer une catégorie. Et si on regarde le postulat du matérialisme que dit Badiou, c'est-à-dire l'identification des atomes d'apparaître avec des étangs, ça a aussi un nom dans la littérature mathématique, c'est ce qu'on appelle les ensembles complets. Ils forment ce qu'on appelle une sous-catégorie pleine. Bon, très bien. On a un facteur naturel, ce qui veut dire que à cette collection, cette structure de saveurs algébriques, on peut associer un faisceau. D'un point de vue mathématique, c'est un peu naturel, c'est fait pour. Du point de vue que développe Badiou, c'est le passage de la logique intuitionniste à une logique de faisceau. Et c'est là que... donc, voilà, donc là, Badiou le traduit de cette façon-là. Dans Topos, il est beaucoup plus explicite. La catégorie de ces faisceaux, quand avarie, est en substance un topos de Grothendieck, donc dans ce petit livre qui résume, en fait, qui édite des tas de cours qu'il a donnés entre le premier et le deuxième tome de sa trilogie. Et puis donc, il y a cette idée de traduire tout ça en termes de faisceaux. Et ça conclut en disant cette structure se nomme un topos de Grothendieck, un monde comme site de lettres lettres, un topos de Grothendieck. Alors en général, ce qu'on dit en mathématiques, c'est qu'un topos de Grothendieck, c'est une catégorie qui est équivalente à la catégorie des faisceaux sur un site, dont les exemples de transcendantaux que j'ai donnés avant sont un cas particulier. Et donc on voit apparaître cette notion de topos de Grothendieck ici. Mais, si on regarde un peu plus précisément les choses, en gardant en tête la contrainte ensembliste. Ce foncteur naturel, qui associe un ensemble complet, donc les objets de Badiou au faisceau, en fait, il va avoir une propriété supplémentaire du fait qu'on s'est restreint aux ensembles complets. Et alors, le premier truc que je trouve intéressant d'un point de vue mathématique, c'est que c'est une condition qui n'apparaît absolument jamais en maths. Ce sont des faisceaux qui ont cette propriété-là. Alors ça veut dire quoi? En termes de faisceaux, pour les gens qui connaissent les faisceaux, ça veut dire que, en fait, quand vous avez deux ouverts d'un espace, les sections au-dessus de l'un, au-dessus de l'autre, sont des choses qui n'ont rien à voir. Donc en particulier, pour les gens qui connaissent, un faisceau localement constant, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'en fait, la fibre ne peut pas être la même partout. Ça ne peut pas être le même objet. Ça, c'est aussi ça que vous dit cette construction. Donc en général, en fait, on n'en a rien à faire de ce genre de conditions parce que on leur donne absolument pas de sens. Par contre, dans ces de Badiou, c'est absolument indispensable. Et un deuxième aspect que je trouve intéressant dans le rapport philosophie et mathématiques, c'est que quand on creuse un peu ça, on tombe sur le fait que il faut arriver forcément à identifier ces deux choses-là, donc cette catégorie qui n'arrive absolument jamais en mathématiques, et celle-là, et démontrer, proposition qui n'est pas d'une difficulté technique considérable, mais dont l'intérêt est qu'elle n'apparaît pas du tout dans la littérature mathématique. Voilà. Donc, on les démontre, c'est bon. Oui. Non, c'est une pure destruction de la notion de faisceau. C'est une façon de voir les choses. On pourra en discuter après. Alors, donc la théorie des catégories, elle met une autre notion, qui est celle d'équivalence de catégories. Et donc, évidemment, c'est une des grandes richesses de la théorie des catégories, etc., qui me permet certaines pensées comme ça. Donc, si vous avez jamais eu la notion d'équivalence de catégories, cette définition ne vous apprendra rien. Si vous ne la connaissez pas, elle ne vous apprendra rien non plus. Donc je l'ai mis pour dire que voilà, c'est une notion précise, voilà, etc. Mais c'est une correspondance qui va d'une catégorie à une autre et de l'autre à l'une, telle que la réciproque, telle que la composée n'est pas exactement l'identité, mais qui sont en relation suffisante pour qu'en fait tous les énoncés que vous pouvez mettre sur les flèches de la catégorie, sans parler des objets, en fait, sont transportés de l'un à l'autre. C'est essentiellement ça que ça veut dire, une équivalence de catégorie. Donc c'est-à-dire que, métaphoriquement, les relations sont préservées, mais pas forcément les objets. Et donc en particulier, ce qu'il va montrer, c'est que cette logique d'apparition, cette logique de l'être-là, qui est formée de relations entre objets, ils sont rien d'autre que des morphismes de faisceaux, et donc les propriétés logiques ne dépendent qu'à équivalence de catégorie près.
Voilà. Donc c'est là qu'on passe en théorie des catégories. C'est-à-dire que vous pouvez faire un diagramme comme ceci, et puis vous avez voilà, des choses qui sont des isomorphismes, des équivalences, etc. Et vous avez une correspondance comme ceci. Bon, je ne vais pas trop insister dessus. Oui, voilà. Alors, cette catégorie des faisceaux, c'est ce qu'on appelle en fait un topos localique. Bon, technique. Et parmi ces propriétés fondamentales, on a l'existence des produits finis, des pullbacks finis, c'est-à-dire des limites finies. Voilà. Et alors cette propriété-là, Badiou va montrer qu'il est souhaitable que les mondes aient ce type de propriété pour que ce qu'il veut traduire la correspondance qu'il veut faire avec les concepts d'objets apparaissants soit traduit. Alors là, il ne prend pas un exemple sur l'art, il prend un exemple politique, ce qui s'appelle la crise d'Oka. Et il prend un exemple un conflit entre des Indiens Mohawks et l'administration pénitentiaire, avec intervention d'un troisième acteur qui est la police. Et par rapport à ça, le tissage de relations par des points de vue sur les relations et les relations entre relations. Il faut pouvoir dire que la relation entre relations reste dans le monde. Et donc typiquement, vous avez les Mohawks, l'administration pénitentiaire qui sont en conflit. Vous avez des positions qu'on peut qualifier de citoyens progressistes ou citoyens réactionnaires qui vont avoir un certain type de relation avec chacun des deux acteurs. Mais à partir de là, il va se développer toute une chaîne de mise en relation des choses qui va permettre, qui va donner un point de vue du citoyen progressiste par rapport à ça, et puis aussi des relations des points de vue sur leurs relations elles-mêmes. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, vous voyez un petit peu le style d'explication. Et donc, à partir de ça, c'est ce genre de choses-là qui va traduire cette propriété des catégories de faisceaux que Badiou va trouver exigible. Et donc, en particulier, voilà, une question d'universelle exposition des relations, qui dit qu'à chaque fois que vous avez deux expositions distinctes de la même relation, il existe une relation entre les deux exposants. Donc voilà d'où sortent ces axiomatiques, ces propriétés demandées de catégories de faisceaux. Et donc il va démontrer que les relations entre objets de monde, cette catégorie doit avoir une structure de topos élémentaire, existence de limites finies, etc. Donc voilà ce qu'on appelle un topos. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails là-dessus. Et donc c'est comme ça que se fait la jonction entre les deux. Et donc avec ces propriétés particulières qu'il y a à toujours rester du côté ensembliste. Mais à partir de là, il va se poser des questions de cardinalité. Alors là, il faut que je rentre un petit peu dans la théorie des ensembles. C'est-à-dire que quand vous avez si vous avez un cardinal infini, il y a une notion importante dans la théorie des ensembles qui est celle de cofinalité. La cofinalité, c'est le plus petit nombre d'étapes dont vous avez besoin pour parcourir votre ensemble. Donc, c'est le minimum sur l'ensemble des ordinaux tel qu'il existe ça. C'est ça que ça veut dire. Et un ordinal, vous le direz, régulier, si en fait, vous ne pouvez pas le faire en moins d'étapes, en nombre d'étapes moindre que l'ordinal lui-même. D'accord ? Alors, par exemple, si vous regardez alpha plus 1, c'est-à-dire donc le cardinal immédiatement suivant Aleph alpha, vous ne pouvez pas le faire en moins de Aleph alpha plus 1 étapes, sinon Aleph alpha plus 1, ce serait Aleph alpha. Alors, cette cofinalité, c'est un cardinal qui est régulier, donc vous avez cette propriété-là. Je vais vous dire pourquoi je vous dis cette propriété-là. C'est parce que vous avez une autre notion du cardinal, pas d'être régulier, mais d'être limite. Un cardinal limite, c'est dire qu'il est de la forme Aleph alpha, avec alpha un ordinal limite. Un ordinal limite, c'est beaucoup plus simple. Un ordinal limite, c'est vous avez un ordinal, vous faites alpha plus 1, alpha plus 2, etc. Vous avez des successeurs, et puis à un moment, vous prenez l'union de tout ça, et vous obtenez un ordinal limite. L'ordinal limite, c'est juste cette opération-là. Un cardinal limite, c'est beaucoup plus subtil. Un cardinal limite, c'est un aleph alpha avec alpha un ordinal limite. Donc c'est une notion très technique de théorie des ensembles. Mais vous avez cette propriété, c'est que quand vous avez un cardinal limite, sa cofinalité, aleph alpha, c'est la cofinalité de alpha. Et si vous mettez tout ça ensemble, avec ces deux définitions-là, vous pouvez vous demander, est-ce qu'un cardinal peut être à la fois régulier et limite ?
Et on a vu, hein, le Aleph état Aleph plus 1, enfin Aleph alpha plus 1, sa cofinalité c'est alpha, c'est Aleph alpha, enfin bon, voilà, on voit une espèce de contradiction entre les termes. Et donc ça c'est quelque chose qui n'est, l'existence de choses comme ça n'est pas démontrable dans ZFC. Et puis vous avez une autre, qui est le fait d'être régulier, donc régulier au sens de la cofinalité c'est elle-même, et qui vérifie cette condition-là. C'est que si vous avez bêta plus petit que alpha, 2 puissance bêta est encore strictement plus petit que alpha. D'accord ? Et là, je vais insister pour donner un peu une idée de la grandeur de cardinaux vérifiant ça, c'est que si Aleph alpha est faiblement inaccessible, on doit avoir ça, et donc du coup, Aleph alpha doit être égal à cette cofinalité qui est égale à alpha, donc en fait alpha doit être égal à Aleph alpha. Donc c'est quand même quelque chose qui est déjà très au-delà de l'imagination. On ne s'étonne pas que ce soit indémontrable. Ce qui est une preuve assez olé-olé de la médaille Fields de Cohen, mais bon. Donc voilà. Donc c'est pas étonnant. Mais sur quoi je voudrais insister, c'est que le V oméga plus oméga dont je vous avais parlé, il satisfait cette propriété sans être régulier. Et alors ça, c'est quelque chose qui, si vous faites un sondage sur 50 mathématiciens ayant une connaissance plus ou moins précise de la théorie des ensembles, 49 sur 50 vous diront que fortement inaccessible, ça veut dire ça, y compris dans des articles. C'est complètement faux. Fortement inaccessible, c'est pas ça. Ça, c'est une propriété qui est vachement faible en réalité. Parce que V oméga plus oméga, il la satisfait. Ce qui est fort, c'est de demander ça plus régulier. D'accord ? Et alors ça, donc, à l'époque de Logique des mondes, visiblement, Badiou n'avait pas noté ça, mais on ne peut pas l'en vouloir parce qu'il n'est vraiment pas le seul. C'est-à-dire que quand on présente ça, quand on présente le fait d'être faiblement inaccessible, en général, fortement inaccessible, en général, on dit ça. Mais c'est pas ça qui est important, c'est les deux en même temps. Et donc c'est là qu'on va voir quelque chose sur lequel je voudrais insister. Alors, comme je l'ai dit, il n'est pas possible de démontrer l'existence de ces cardinaux-là dans ZFC. Il y a une preuve qu'on ne peut pas démontrer. Et donc, c'est le premier étage d'axiomes supplémentaires qu'on appelle les axiomes de grands cardinaux. Et du coup, alors, donc ça, c'est une notion qui est en théorie des ensembles. Et puis, il y a une notion qui est très utile en théorie des catégories, enfin, en tout cas, qui est très utilisée. Je ne sais pas si elle est vraiment très utile, mais elle est très utilisée, qui est de former des catégories sur un ensemble, sans qu'il y ait absolument avoir un ensemble, qui sont des objets dans lesquels on peut faire tout ce que permet ZFC, c'est-à-dire en restant dedans. Et c'est pas étonnant, il n'est pas étonnant en réalité qu'avec ces deux points de vue, on obtienne la même chose. C'est-à-dire un univers de Grothendieck, avoir un univers de Grothendieck, c'est équivalent à ça, et même plus précisément, un univers de Grothendieck, c'est exactement un ensemble de la forme V alpha pour alpha un cardinal fortement inaccessible. Et donc, l'argumentaire de Badiou, que je vais critiquer maintenant, c'est qui va en fait lui servir d'un premier fil permettant de relier les trois étapes du système et la montée vers les grands cardinaux ensuite. Il va dire, primo, des mondes existent. Ça, c'est l'analogie avec ce qu'on peut dire des apparitions dans les arts, etc., et la structuration de sa phénoménologie. Deuxièmement, il doit former des univers de Grothendieck, puisque dans les topos, on demande toujours quel univers de Grothendieck. Ergo, il est justifié philosophiquement d'ajouter des axiomes de grands cardinaux par rapport à ça. Et donc le point faible de l'argumentation, c'est ça. Enfin, il y a peut-être d'autres, mais en tout cas du point de vue dont je me place, c'est celui-là. Donc il doit former les univers de Grothendieck. Parce qu'en réalité, si on regarde ce que Badiou justifie philosophiquement de ça, il justifie philosophiquement que ces mondes doivent vérifier les propriétés suivantes que j'ai appelées celles d'un univers de Badiou. C'est-à-dire que l'ensemble M doit être transitif, qu'on peut faire dedans, on peut passer à d'autres éléments, on a la paire qui reste dedans, c'est stable par ensemble de parties et par union. Voilà. Donc c'est ça qu'il demande. Alors en réalité, si on regarde vite, on peut se dire ça c'est effectivement la même chose qu'un univers de Grothendieck. Parce qu'un univers de Grothendieck, c'est ça. C'est un ensemble qui est transitif, qui vérifie ça, pareil. Et alors, vous voyez la différence, c'est le passage de ce 4-là à celui-là. Le quatrièmement ici, ça veut dire que si vous avez un I dans M, et qu'à chaque élément de l'ensemble I, vous associez un élément du monde, l'univers,
alors l'union de ces choses-là est dans M. Mais en réalité, si vous décomposez ça, qu'est-ce que c'est que cette union ici? Ben, c'est l'application de l'opération union à cet ensemble-là. L'ensemble des ici pour I dans I. Or cet ensemble, c'est une partie de M. Et en général, ce n'est pas un élément de M. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en fait, l'univers de Grothendieck, c'est une propriété beaucoup plus forte. Et justement, ce fameux V oméga plus oméga, c'est un univers de Badiou qui n'est pas de Grothendieck, justement. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette histoire-là, elle est reliée vraiment au F de ZFC, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a eu évolution du système de Zermelo. Ça vient, le F c'est pour Frenkel, hein, et donc c'est une lettre de Frenkel à Zermelo qui porte exactement sur ce problème-là. C'est exactement sur le problème d'arriver à partir du système de Zermelo de fabriquer un univers de Badiou. Donc, je vous traduis assez librement d'allemand. Soit Z0, donc le U ici, c'est l'opération ensemble de parties, chez Frenkel. Soit Z0 un ensemble infini, et on construit Z0, l'ensemble des parties, etc. etc. Comment peut-il s'en suivre de votre théorie que cet ensemble Z0, Z1, Z2 est un ensemble, de telle façon qu'on puisse également faire exister son union? Parce que si jamais votre théorie ne pouvait pas produire une telle preuve, eh bien à ce moment-là, on ne pourrait pas montrer l'existence d'un cardinal comme ça. Donc c'est vraiment, je trouve ça intéressant cette jonction avec les problématiques fondatrices de ce système ZFC, d'être arrivé à faire ça. Et donc c'est vraiment l'action de Frenkel, c'est ce fameux schéma d'axiome de remplacement, dont je vous ai dit au début qu'il était extrêmement fort, parce que justement c'est lui qui va permettre de faire ça. Parce que dans le système de Zermelo d'origine, il n'y avait pas ce schéma d'axiome de remplacement, et donc on tombait sur ce problème. Voilà. Donc, alors du coup, on se pose la question, est-ce qu'il y a un problème ou pas? On peut voir ça positivement ou pas. Donc on peut se demander si on prend juste un univers de Badiou, ce qu'on peut faire dans ZFC, alors est-ce qu'on a bien un topos élémentaire qui traduit ce que veut faire Badiou? Ben oui, donc c'est une proposition qui se démontre, qui n'est pas non plus difficile, qui n'est pas non plus dans la littérature mathématique, mais il suffit de prendre, en gros, la démonstration visuelle, de vérifier que ça passe bien en gardant juste un univers de Badiou et non pas un univers de Grothendieck. Et donc, si on voit les choses positivement, on peut dire que la description ontologique de Badiou peut se faire dans ZFC, donc en fait, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de problème réel. Si on voit les choses négativement, c'est qu'elle ne peut pas justifier les axiomes de grands infinis qui vont être ensuite la base de la troisième étape de son système. Alors je vais conclure à partir de ça, parce que je crois que je suis sur le point de dépasser. Alors en conclusion, je ferai une conclusion un peu double. C'est qu'il n'y a donc aucune nécessité d'ajouter de nouveaux axiomes à ZFC pour faire tenir ensemble les deux premières faces, donc la partie du système métaphysique de Badiou. Alors de ce point de vue, je dirais qu'il est en réalité dans une situation beaucoup plus confortable d'un point de vue logique que les mathématiciens qui veulent utiliser en même temps la théorie des ensembles et des catégories et qui se trouvent souvent entre deux attitudes que je qualifierais simplement la contorsion et le déni. Donc je pourrais développer là-dessus, mais en général c'est ça. En revanche, il n'y a pas moyen de s'appuyer sur la situation mathématique pour prétendre imposer à l'intérieur de son système une nécessité logique, une raison immanente à l'imposition de nouveaux axiomes d'infini. Or, cette imposition de nouveaux axiomes d'infini, c'est-à-dire le début de la théorie des grands cardinaux, elle lui est utile pour soutenir des choix axiomatiques qui vont exclure l'hypothèse que l'on désigne en théorie des ensembles sous le nom de V égale L. Alors V égale L, ça veut dire que c'est l'hypothèse que tous les ensembles sont des constructibles au sens de Gödel. Alors le sens de V égale L dans son système à lui, c'est de dire qu'il pourrait ne pas y avoir de place, et c'est la raison pour laquelle il veut arriver à avoir des axiomes qui permettent de l'exclure, cette possibilité, c'est qu'il pourrait ne pas y avoir de place dans la théorie des ensembles pour des ensembles non prescrits par des propriétés logiques. C'est un peu ça que dit la notion de constructible au sens de Gödel. Alors il se trouve que cette nécessité d'existence de tels ensembles est importante pour lui pour renforcer la vraisemblance que des étangs, des multiples, puissent être en excès sur des nécessités du langage. C'est ça le cœur de son problème par rapport à ça.
et qu'il y ait une place pour des événements, pour des vérités qui augmentent le possible. Alors, ça pose un problème, mais ça ne laisse pas sans argument. Hein. Dans les vérités, il y en a d'autres, mais je ne peux pas parler de ces arguments. Ici, je n'ai pas la place, le temps. Donc ça, c'est le côté de Badiou, mais en fait, on peut aussi inverser le raisonnement. Et on peut dire aussi que cela enlève un argument en faveur des grands cardinaux. Parce qu'en définitive, les théoriciens des grands cardinaux manquent aussi d'arguments pour convaincre les autres mathématiciens du bien fondé de leurs axiomes. Alors essentiellement, moi je vois 3 types d'arguments. Je vais faire une typologie un peu sommaire. Le premier type, c'est l'harmonie interne, c'est-à-dire notamment le bon ordonnancement de ces axiomes par rapport aux relations de consistance. Et ça, l'argument essentiel, c'est les matheux aiment l'harmonie logique. Le deuxième type d'argument, c'est que l'utilisation de ces cardinaux inaccessibles permet de faire des univers de Grothendieck. Donc ça, c'est plus en lien avec ça. Alors ça a tout un tas de faiblesses comme argument. Par exemple, les gens aiment bien dire que pour démontrer le théorème de Fermat, on a besoin de la cohomologie étale, et la cohomologie étale, elle est développée dans le livre de référence SGA4, dans lequel on suppose qu'il y a des univers de Grothendieck. Bon. Alors ça, c'est un exemple qui n'est pas très crédible, parce qu'il est très probablement contingent et historique le fait qu'il n'y a aucun traité qui remplace SGA4 tout en évitant les univers de Grothendieck, c'est-à-dire en rajoutant des hypothèses. Bon. Il est tout à fait vraisemblable que la démonstration de Wallace-Taylor, elle marche telle quelle si on faisait un SGA4 qui était plus scrupuleux sur les hypothèses. Et il y a un troisième type d'argument qui est la détermination projective, c'est-à-dire des programmes qui montrent une rétroaction de ces systèmes d'axiomes vers des problèmes qui intéressent les mathématiciens, c'est typiquement l'articulation entre le dénombrable et le continu, de façon très générale. Donc c'est sans doute l'argument plus fort mathématiquement, mais il n'est pas sans danger. Donc, par exemple, vous avez peut-être suivi un séminaire de gros baquets de Matteo Viallet il y a 2 ans, qui aboutissait à l'hypothèse à l'idée que le continu c'était LF2. Alors, bon, ça, qui veut croire que le continu c'est LF2 ? On peut se poser la question. C'est ce qui semble suivre de la jonction des axiomes de grands cardinaux et des axiomes de Martin. Alors c'est un argument notamment qui est souligné par un logicien qui s'appelle Joel Hopkins, qui dit que le programme en fait, des grands cardinaux et de fait d'arriver à une certitude sur l'hypothèse du continu, il est très largement illusoire parce que il est probable que ça ne donnera jamais d'évidence dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que si on arrive au fait de dire que le continu c'est LF2, ben, il y a ceux qui voudront croire ça et les autres, et puis il y aura ceux qui voudront croire les grands cardinaux et les autres. Donc il n'y a pas de raison que ça amène à une certitude. Donc je souviens à la thèse qu'il y a une fragilité de ces arguments, et même si je n'ai jamais entendu un théoricien des grands cardinaux invoquer Badiou pour justifier cette échelle d'axiomes, je dirais quand même qu'avoir de son côté un travail philosophique reconnu dans lequel ces hypothèses sont valorisées ne peut pas faire de mal. Puisque, en fait, en dernier ressort, les théoriciens des grands cardinaux se réfèrent toujours au texte fondateur de Gödel sur l'hypothèse du continu, dont les arguments sont de nature tout autant philosophique, au sens des problèmes, etc., que je disais. En l'occurrence, chez Gödel, c'est à la fois ceux de la réalité mathématique, de la réalité ontologique d'une part et de l'épistémologie d'autre part. Il y a les 2 choses chez Gödel. En tout cas, c'est des problèmes ces arguments sont tout autant de nature philosophique que ceux de Badiou. Donc on a ici, du coup, un système dans lequel on a une espèce d'échange de bons procédés, qui est impersonnel, hein, c'est pas quelqu'un qui dit ah oui moi je fais ça parce que etc. Mais on se trouve dans un système de justification réciproque, même s'il n'y a pas d'agent pour les tenir comme ça. Et donc ça donne encore une fois pour moi une raison d'évoquer Badiou dans ce séminaire et je conclurai sur ce point. Merci. Merci beaucoup. La discussion est ouverte. S'intéresser parce que tu pourrais revenir sur cette action, sur ce postulat bizarre à propos des faisceaux qui n'est jamais considéré en mathématiques, parce que vraiment c'était presque choquant. L'idée générale d'un faisceau, c'est qu'on peut recoller des données compatibles. Mais là, l'axiome, c'est qu'il n'y a pas de données compatibles. Non, elles peuvent être compatibles, mais elles ne peuvent pas s'intersecter au niveau ensembliste, tu vois. Oui, on ne peut jamais recoller, parce qu'il n'y a rien à recoller. C'est l'opération de recoller. Alors, où est-ce que je suis? Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus. Là. Ouais. Et ma question, c'est surtout d'où ça vient. Ça vient de cette histoire, d'abord des ensembles complets ici, c'est-à-dire d'arriver à traduire ça ensemble. Si on regarde cette catégorie-là,
Chez Borseux, il y a le fait, il affirme que c'est une équivalence, alors qu'en fait c'est un isomorphisme, mais c'est un isomorphisme enfin c'est presque un isomorphisme. En gros, si tu veux, la correspondance va faire que tu vas attacher au faisceau, en plus de son ensemble de sections, tu vas associer la donnée de l'endroit où il est. Tu vois. Donc si tu as ton faisceau là-dessus, tu as ta collection, tu vois ça comme la collection des f de U. Bah, tes f de U, tu vas les retransformer en f de U, virgule U. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas garder la donnée en question, et c'est ça qui va te donner les ensembles complets. Donc c'est pas tellement choquant, c'est qu'en fait, tu vois, tu peux toujours faire le recollement, simplement, tu as la donnée de localisation que tu oublies, quoi, que tu rajoutes pour indiquer où tu es. Donc c'est pas si choquant que ça. Ce qui est choquant, c'est que c'est pas comme ça qu'on le pense, mais par rapport à la façon dont ça peut être formulé scripturalement, c'est pas absurde. Juste ta dernière proposition, la toute dernière, où tu dis... Ah oui, toute fin. Okay. Oui. Topos, alors tu mets en parenthèse élémentaire. Ça veut dire pas topos de Grothendieck. Si tu veux. Le problème, c'est que là aussi, on est dans une espèce d'ambiguïté qu'on trouve aussi dans les bouquins, dans Maclean Nordek, etc. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle un topos de Grothendieck? D'abord, il faut se demander, on dit que c'est une catégorie. Bon, mais la catégorie, il faut préciser un peu ce qu'on entend par catégorie. C'est-à-dire, est-ce qu'on dit une catégorie dans laquelle on va donner des univers ou pas? En général, ça c'est dans le flou, dans ces bouquins-là. Donc c'est pour ça, pour dire ce qu'on appelle un topos de Grothendieck, ça dépend sur quoi on insiste. Voilà. Donc si tu veux, il y a plusieurs types de topos, certains qui peuvent apparaître à partir de topologies, comme les topos localiques, les topos de Grothendieck, mais ça c'est un aspect des choses, les topos de Grothendieck, les faire apparaître à partir de topologies ou de topologies généralisées, mais l'autre aspect, c'est de savoir dans quel ensemble, dans quel univers on est. Oui, mais ça veut dire quand même qu'il y a une utilisation des sites qui n'est pas la même. Enfin, qui est même, si on prend le cas, justement, ce qui est intéressant dans le topos de Grothendieck, c'est les sites. Oui, mais là-dessus, c'est pas un problème. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, ce topos, c'est un topos de Grothendieck en ce sens-là. Mais si tu veux un topos de Grothendieck, si on passe dans des univers de Grothendieck, le truc, c'est qu'il y a des limites quelconques. Et pas seulement des limites finies. Et ça, non. Donc, c'est pas un topos de Grothendieck en ce sens-là. Donc c'est pour ça que la question est difficile à répondre sur cette topos de Grothendieck, c'est qu'il parle que de topos qui sont quand même des trucs de faisceaux, mais qui sont limités dans l'univers dans lequel ils vont. Donc ils n'ont pas les propriétés qu'on trouve dans les livres de maths, topos de Grothendieck. On suppose toujours qu'on est dans un univers de Grothendieck, dans lequel on a une liberté totale de réaliser en réalité tous les ZFC à l'intérieur de l'endroit où on est. Je ne sais pas si ça... Donc quand il dit topos de Grothendieck, si tu veux, dans son livre, Badiou, il ment pas, c'est que c'est un topos de Grothendieck au sens où ça c'est relié à une topologie. Mais en revanche, c'est limité par le fait que ça doit être dans un univers forcément sampliste. Jean, tu veux poser une question? Merci beaucoup, c'est très intéressant. Une petite boutade pour commencer. Ce que vous avez dit au début sur le passage du poétique aux mathématiques m'a fait penser à une jolie dédicace d'Albert Lottmann, je ne sais plus quel grand professeur de philosophie, à qui il avait envoyé son ouvrage. J'ai essayé de fonder la métaphysique sur les mathématiques plutôt que sur le pathétique. Très joli. C'est très joli. Et en ce qui concerne vos dernières réflexions sur les grands cardinaux, bon, savoir si on peut d'une façon ou d'une autre régler la question de l'hypothèse du continu ne me semble pas être le plus intéressant. Ce qui me semble le plus intéressant dans la volonté de détermination projective, d'arriver à démontrer les théorèmes forts de ce type-là, c'est la question de la régularité dans un univers de théorie des ensembles, des sous-ensembles de réels. Puisqu'on sait que dans l'univers des constructibles, c'est très pathologique, et on voudrait que les sous-ensembles projectifs, en tout cas, soient réguliers, c'est-à-dire mesurables, propriétaires de l'ensemble parfait, etc. Ça marche dans ZFC jusqu'au borélien, enfin, et un tout petit peu après. Donc pourquoi ne pas continuer dans la hiérarchie des projectifs?
et simplement chercher quels sont les axiomes dont on a besoin pour démontrer de plus en plus de régularité dans la hiérarchie des projectifs. Ben, la réponse au pourquoi, c'est que... une raison pratique, disons. Oui, mais cette raison pratique, elle achoppe sur la même chose. Enfin, par rapport à l'argument d'Homkin, je pense qu'il est là aussi. C'est-à-dire que, en fait, ça marche jusque-là, jusqu'à ce qu'on trouve une raison de se dire que les projectifs, à un moment donné, ben, peut-être que c'est normal qu'ils n'aient pas les mêmes propriétés que les autres. Moi, je sais pas, je suis pas théoricien descriptif. Je suis pas dans la théorie descriptive des ensembles, qui est la seule discipline normale qui se pose ces questions-là. Oui. Donc peut-être que oui, mais en même temps, son lien avec le reste des mathématiques est aussi Mais important. puisqu'au tout début des projectifs, ça marche encore avec ZFC. Il y a beaucoup de choses oui, mais il y a beaucoup de choses qui se passent mal en maths. Je veux dire, c'est pas. On peut aimer voir l'harmonie. Au Je veux dire. deuxième niveau, au troisième niveau des projectifs, les sigma 1, 2, 3, ah là là, tout d'un coup ça s'arrêterait. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je sais pas, ça me semble assez naturel. Oui, mais bon, c'est des Et histoires de. C'est d'autre part. Pardon, mais là, pour moi, ça rentrerait du coup dans le. Ça rejoindrait le premier type d'argument qui est on aime l'harmonie. Bon. Absolument. Oui. Voilà. Bon. Mais c'est pour ça que c'est pas absurde. Mais je dirais que c'est un peu fragile si jamais si jamais il y avait une menace sur ça. Quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et d'autre part, moi personnellement, j'ai un peu travaillé sur les arguments, je trouve que philosophiquement, voilà, ce qui est le plus intéressant, ce sont les propriétés de réflexivité. La façon dont les univers peuvent, par réflexivité, se plonger dans le modèle interne. Ça commence avec Cantor, c'est-à-dire que la totalité n'est d'aucune univers, n'est d'aucune façon descriptive, n'est d'aucune façon maîtrisable. Alors, et ça correspond un peu à ce que vous disiez à la fin à propos de Badiou. Il voudrait que les étangs puissent être quand même un peu plus riches que ce que le langage, n'importe quel langage, puisse en dire. Bon, et on avait eu un très bel exposé ici, d'ailleurs, Franck Cardinaux, qui avait insisté là-dessus, sur cette notion de réflexivité et la métaphysique cantorienne sur le fait que la totalité, alors on s'est aidé aussi au rapport de Cantor, enfin, avec la métaphysique. C'est ça. Oui, c'est très intéressant ce que je pense. Je sais pas, là ça me semble philosophiquement, métaphysiquement important. Alors moi là-dessus, j'ai fait une vague allusion en disant que ce que je dis là ne détruit pas pour autant l'ensemble des justifications que met Badiou sur les grands infinis. Parce que dans l'immanence des vérités, il y a des arguments qui vont plutôt dans le sens que vous dites, dans ce qu'on va chercher du côté de l'existence des plongements élémentaires. Donc en fait, l'autre argument qui va dire, pour justifier donc les grands infinis, il y a un autre type d'argument qui va dire, je trouve un sens philosophique au plongement élémentaire, et à partir de là, ça m'impose l'existence de cardinaux mesurables, et donc blablabla. Donc ça là-dessus, c'est quelque chose sur lequel j'ai une réponse. Là, donc ça, c'est un travail sur lequel je ne peux pas parler là parce que je viens de le terminer, mais c'est dans lequel... voilà, mais là, je n'ai pas le temps d'en faire, mais enfin, globalement, le problème que ça pose là-dessus, c'est qu'effectivement, donc chez Badiou, la façon dont il le fait, c'est qu'il va construire dans l'immanence des vérités une théorie de l'absolu. Donc il va dire que cette théorie de l'absolu-là, donc c'est justement par rapport à l'étage de Feynman, etc. Et donc voilà, donc, le problème que ça pose, c'est, à mon avis, ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est qu'en fait, on se retrouve dans de devoir accorder vraiment avec un acte de foi absolu à ce qui permet la construction de cette hiérarchie cumulative, c'est-à-dire l'hypothèse de non-contradiction de ZFC. Alors cette hypothèse de non-contradiction, elle est un peu par là, mais elle n'est pas très importante parce qu'à la limite on peut assez facilement affaiblir ZFC tant qu'on n'a pas fait toute la hiérarchie cumulative. Mais quand on fait tout ça, on est obligé de poser sa main sur sa Bible et de dire je crois que ZFC est non contradictoire. Or, autant moi l'arithmétique, si jamais elle se casse la figure, mon existence pose un vrai problème en tant que mathématicien, autant ZFC, si on trouve qu'il faut affaiblir l'axiome de remplacement, je me dirais mais aucun problème. Or, justement, tout ce truc-là se base là-dessus. Donc, alors en fait, quand on regarde un peu la façon dont il fait ça, Badiou, on voit que dans ses plongements élémentaires, quand il interprète ça, en fait, il interprète comme des attributs spinozistes. Donc il va reprendre son référent absolu, il va le mettre du côté de la substance spinoziste et développer ça par rapport à ça. Donc en réalité, donc ça je ne peux pas en parler, c'est un travail assez long que j'ai fait là-dessus, je pourrais essayer de voir à quel point ça peut coller par rapport à ça, mais on se retrouve donc si vous voulez, ça c'est l'autre aspect des choses sur une mise en question, disons, du type d'argument justifiant les grands cardinaux du point de vue de Badiou. Voilà.
Mais en tout cas, c'est un argument qui est de nature totalement différente de ça, et qui suppose de mettre en question une théorie de l'absolu, construite à partir de ça. Voilà, donc ça, c'est un autre travail, ça, je crois. Qui était le terme de Cantor, je crois, pour la totalité de l'absolu. Mais Cantor, il n'était pas dans une démarche scripturale, comme... Oui, alors, j'ai pratiquement consulté un peu les ouvrages de Badiou, dans le dernier, qui est la théorie des catégories. Topos, celui-là. Topos, voilà, mais qui n'est pas commercialisable, hein, donc il n'est pas disponible dans le commerce. Ça, il a été édité en mai dernier. Voilà, mais alors, la question qui se pose à Badiou, c'est la question de la classification des sciences. Question qui avait été résolue déjà par un philosophe allemand, Wilhelm Dilthey, qui arrive à opérer une différence entre justement le positivisme, c'est-à-dire que les sciences de la nature, puis les sciences de l'esprit. Alors maintenant, quand un philosophe justement ose poser comme ontologie les mathématiques, donc pour Dilthey, c'est un ensemble dans la mesure où, en fait, on n'a pas besoin en philosophie de mathématiques parce que la philosophie se suffit à elle-même. Est-ce que, quelque part, par rapport à la biographie de Badiou, est-ce qu'il y a un complexe à vouloir effectivement se comparer à papa, puisque papa était mathématicien, lui il était philosophe, donc. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, parce que Bachelard, dans la philosophie du nom, a dit effectivement qu'un philosophe ne peut pas inaugurer en mathématiques. C'est-à-dire qu'il peut à la limite effectivement donner des intuitions, mais sa limite est vraiment de rester dans le cadre de la philosophie. Il y a eu à un moment donné, au début du siècle passé, des philosophes mathématiciens, Husserl, Frege, Russell en même temps, qui se sont basés sur la démarche effectivement cartésienne. C'est-à-dire chez Descartes, on peut facilement aller des mathématiques à la philosophie, comme l'inverse, mais même quand Badiou parle de catégorie de topos, il n'a pas inauguré. C'est-à-dire que bon, il parle de Grothendieck est un mathématicien. C'est-à-dire qu'il a un mathématicien effectivement facilement, s'il a inauguré, peut parler de philosophie. Et là, l'ontologie en philosophie n'est pas la même qu'en mathématiques. C'est deux mondes complètement, dans la mesure où en mathématiques on doit démontrer, et démontrer n'est pas argumenter, puisque quand on argumente c'est uniquement à travers des phrases, il n'y a pas de forme symbolique. Là on part dans un argumentaire qui se place complètement à côté des catégories de pensée dans lesquelles se place Badiou. Donc en fait, on peut toujours... Chez Badiou, il n'y a pas de classification des sciences. Enfin, il y a un rejet de l'épistémologie de façon générale. Donc c'est un discours complètement extérieur à ce qu'il fait, donc du coup qu'il n'atteint pas non plus en réalité. Lui, ce qu'il fait, c'est pas un discours sur les sciences mathématiques. Donc voilà ce que je peux répondre. Oui, j'ai une question un peu à côté, mais est-ce que le maoïste Badiou aurait pu se poser la question de le lien entre le développement des mathématiques en Chine et le fait qu'il n'y ait pas de verbe être? Alors, ne parlons pas chinois. Étant très peu au fait de la révolution culturelle, je ne suis pas la bonne personne. Voilà, je ne sais pas. Le président Badiou, Écoutez, il fait son séminaire à la commune, hein, si vous voulez poser des questions là-dessus qui sont liées à son parcours à lui. Et puisque tu connais très bien la Chine et les mathématiques chinoises, est-ce que la spécificité de la philosophie de la culture chinoise, est-ce que tu as l'impression que ça intervient quand même dans la façon de penser les mathématiques, de pratiquer les mathématiques? C'est la question que je pose. Je ne suis pas assez compétent sur les mathématiques chinoises pour te répondre, mais on peut se poser des questions. Genre étudié dans l'histoire des mathématiques, le lien avec les civilisations. Le lien avec les civilisations. Le lien avec la langue. Mais ça, je suis pas sûr que ça change quelque chose à ça. Je pense pas que ça change quelque chose à ça. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, là, on se place dans une histoire des problèmes de l'ontologie qui sont mis
dont on peut analyser le lien avec des modes de pensée occidentaux qui sont plus ou moins liés au langage, etc., ça c'est une chose. Et ce que j'essaie de ma façon de présenter ça, c'est de dire, on suppose déjà qu'on est dans ce mode de pensée-là, et on trouve que ce système formel parmi d'autres qu'on a culture mathématique, celui-là est bien adapté à ça. Donc en réalité, le changement culturel n'est pas une objection à ce type de démarche. Une fois qu'on a posé cette objection peut-être éventuellement au principe premier qu'on pose, mais à la limite aussi sur l'ontologie globale de l'Occident finalement. Badiou n'est pas si singulier que ça par rapport à ça, on peut dire la même chose à Heidegger. Ça n'était pas une question vraiment sérieuse. Oui, non mais... Vous avez dit, d'abord, sur votre exposé, vous avez souligné que Badiou prend appui sur l'écriture pour le développement formel et du coup pour toute la pensée qu'il développe de cette relation ontologique. Est-ce que vous avez trouvé dans les textes que vous avez consultés, lus et étudiés, l'idée qu'il y aurait éventuellement des degrés d'identité aussi pour l'écriture? Parce qu'on l'a pour les objets, mais est-ce que l'écriture est liée aussi à cette difficulté, à ce problème-là? Alors, non, mais en même temps, je pense que c'est difficile de poser la question comme ça, parce que, en fait, Badiou, il est toujours, justement, on insistait sur l'importance de son livre, le concept de modèle, hein, le premier fait qu'il a fait, il est toujours, je pense que c'est un de ceux, dans les contemporains, qui a le mieux compris cette idée de théorie des modèles. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport toujours, en théorie des modèles, il parle du syntaxique et du sémantique, mais sauf que le sémantique, quand on parle des modèles de ZFC, le sémantique, il est à l'intérieur d'un autre syntaxique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ZFC qui a des modèles à l'intérieur de lui-même. Et donc, du coup, la question le fait de questionner les différents types de scripturalité par rapport à ça, elle a deux faces, du coup, à ce moment-là. Puisqu'il est dans deux endroits. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est... un, j'ai pas de réponse. Deux, il n'en parle pas. Et troisièmement... s'il en parlait, il serait obligé de faire la distinction entre les deux, entre ces deux trucs-là, de voir à quel point est-ce qu'on peut changer des deux côtés. Voilà ce que je peux essayer de dire. Je crois que Jean veut reposer une question. Oui, justement, c'est la question de l'écriture. J'avais noté quand vous en avez parlé, vous avez dit l'écriture déqualifie et imprésente. C'était une des citations. Alors ça m'a fait penser à une citation que j'adore. C'est, je crois, dans De l'infini, en 1925, je crois, où il fait une référence à Kant, et où il parle des signes. C'est là où il conclut au commencement et puis le signe, enfin quelque chose comme ça, et où il insiste sur le fait qu'il y a bien déqualification, mais que le signe présente au contraire. Il dit c'est exactement comme l'esthétique transcendantale chez Kant, sauf qu'au lieu que ce soit l'espace-temps, c'est le signe, c'est l'écriture qui présente, qui est une présentation. Oui, Donc, c'est le le signe. terme d'imprésentation m'a... Oui, mais c'est le signe, c'est pas le signifiant. Là, il est écriture au sémiotique. Hein. Là, il n'est pas du tout dans un rapport de signe, dans cette écriture-là. Il doit avoir... oui, non, il perd parler du signe matériel, des symboles. Quoi. Oui, mais dans ce que vous dites par rapport à Kant, etc., c'est un signe au sens bi... Non, alors, j'ai non, il dit chez Kant qu'il y a cette idée, en fait. Ouais, bon, on ne va pas revenir sur Kant, mais il fait il évoque Kant, et puis après, il parle de l'écriture symbolique, en mathématiques, le fait qu'on a essentiellement une écriture avec des règles syntaxiques, il dit au commencement du principe, mais il insiste sur le fait que c'est une présentation. Que l'écriture elle-même est une présentation
de quelque chose, alors pas d'une signification, Ouais. parce que justement, c'est le moment, enfin la période où on exclut la signification des mathématiques pour en faire un système symbolique. Où Hilbert basculait vers une forme de finitisme symbolique en Oui, espérant exactement, qu'on allait c'est démontrer la exactement. cohérence de la réalité. Absolument. Après 1917, L'Église. C'est 1925, je crois. c'est bien après 1917. Ah oui. Oui, mais alors- C'est intéressant. Mais alors du coup, moi, la question que je me poserais, c'est quel est le concept de présentation qu'il a, Hilbert, en disant ça. Parce que est-ce que vraiment ça se raccorde aux présentations qu'on a dans un Je cadre... crois que c'est vraiment symbole, des manipulations de symboles. On a une grammaire de... Oui, le formalisme mathématique se raccroche à cette histoire de présentation symbolique comme étant C'est une la présentation seule chose symbolique. à laquelle on peut se raccorder pour parler des mathématiques, de ce que sont les mathématiques. Oui, mais là, je pense Bien sûr, que- c'est réductionniste d'une certaine manière, mais il y a un vrai problème derrière. Il me semble que dans l'imprésentation auquel il parle par rapport à la déqualification, je pense que c'est plutôt c'est une imprésentation phénoménologique, quoi. Enfin, c'est une imprésentation... Donc phénoménal. Voilà, phénoménal. C'est en ce sens-là, je pense qu'il utilise Badiou. C'est toujours dans la logique, des déterminations hegeliennes. Je pense que c'est ça qu'il veut dire, c'est la déqualification que fait Hegel là-dessus, et qu'est-ce qui permet aux mathématiques de la réaliser d'emblée. C'est justement que par l'écriture, en fait, il n'y a pas ces aspects de qualification et de présentation que Hegel va mettre dans la suite de sa logique Je n'ai objective. jamais rien compris. C'est pas grave. C'est le développement Bah, en tout cas, ça sert au moins à essayer de comprendre. D'autres questions? Bon, bah, nous remercions à nouveau Yvan Marais. Merci à vous.